Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire sur la santé mentale au travail. J'ai le plaisir d'être avec Adrien Chignard, qui est psychologue du travail, qui dirige le cabinet Sens et Cohérence, qui est en région parisienne. Tu es aussi IPRP, hein, intervenant en prévention des risques professionnels, spécialisé sur les risques psychosociaux. Et puis Sébastien de France, qui est responsable juridique social pour le groupe ADO, qui est aussi intervenant universitaire dans un master 2 à l'Université catholique de Lille. Et puis il intervient également en formation. Et puis moi-même, Philippe Barrel, voilà, je suis le gérant du cabinet La Ressourcerie Mentale, LRM Conseil et Formation. Et on est pardon, on a une double spécialité, la psychologie du sport et la psychologie du travail. Et ces deux-là étant réunis, ce sont surtout les dynamiques de groupe qui m'intéressent, ce dont je vais avoir le plaisir de vous parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans votre présentation, messieurs? Vous voulez ajouter, retirer, corriger quelque chose ou tout est bon? Non, ça Sébastien dit semble que c'est plutôt bon. fidèle. Moi, Merci j'apprends que Philippe. j'ai des points communs avec Sébastien parce que j'enseigne aussi à la Catho de Lille et dans deux autres masters. Donc, je Ah, vois très bien. qu'avec Sébastien, nous avons décidément plein de choses en commun et je suis ravi d'être Exactement. ici. Parfait. Je propose qu'on démarre tout de suite avec Sébastien. Alors, Sébastien va nous parler du harcèlement et notamment de sa pratique, parce que le droit, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe et pouvoir aborder de manière simple cette complexité juridique qu'est le harcèlement, qui prend différentes formes, hein. Je crois que c'est son point fort, ou ses points forts, de pouvoir simplifier cette complexité. On va chacun parler une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. On prendra toutes les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat. On y répondra à la fin. Je prendrai peut-être simplement une ou deux questions à la fin de chaque intervention, mais on répondra à vos questions surtout à la fin. Bien, Sébastien, il est 12h48. Je te laisse Parfait. prendre la main et nous parler un peu de harcèlement. Très bien, merci Philippe. Vaste sujet. Je vous remercie à toutes et à toutes d'être présents. Alors, effectivement, j'interviens sur la partie juridique, mais j'ai pris le parti d'éviter de vous assommer avec des notions juridiques, mais plus de faire un focus sur les risques qui impactent l'entreprise et puis les méthodes et les actions que l'entreprise peut mettre en œuvre à travers deux prismes. Le premier, c'est ma casquette entreprise. Et le deuxième, c'est aussi mon mandat de juge prud'homal que j'exerce. Et donc, du coup, je fais un petit retour sur les dossiers qu'on traite et ce qui revient de manière récurrente dans certains dossiers. Voilà, ce qui peut vous intéresser le plus. Je reviens pas, parce que c'est pas non plus le but, sur la définition du harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Et on compte aussi un petit nouveau dans ce paysage, c'est les agissements sexistes. J'ai souhaité illustrer par trois exemples que je vous présenterai après ces trois thèmes. On remarque aussi, enfin, on remarque principalement une chose dans les entreprises, et là je prends ma casquette entreprise et aussi CSE, c'est que aujourd'hui tout est facilité et tout peut être harcèlement, soit harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et on remarque que le harcèlement est utilisé par l'entreprise ou par les collaborateurs d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour protéger ses propres intérêts. Vous le verrez dans des dossiers prud'hommes que l'on a assez régulièrement, le harcèlement moral et parfois sexuel est utilisé comme une protection ou comme un pare-feu sur une procédure pour demander la nullité du licenciement, par exemple. Je voulais faire un petit focus aussi sur le manager de proximité, parce qu'on l'oublie souvent, mais on parle souvent de la DRH, du directeur général. On oublie le manager de proximité qui est entre l'étau et l'enclume, parce qu'il est à la fois soumis à la pression de ses collaborateurs en disant je dois être attentif à ce que je dis, à ce que je fais, et aussi aux actions managériales que je dois mettre en œuvre, parce que une action peut facilement dévier sur une difficulté de harcèlement.
Je prends un exemple qu'on a eu à traiter récemment. On a un manager qui prend ses fonctions, un collaborateur qui est là depuis à peu près 6 ans dans l'entreprise, et au bout de 6 ans, il reçoit un premier avertissement pour des faits qui sont plutôt constatés et avérés de manière objective. Il prend acte de cet avertissement sans le contester. Et 4 mois après, il reçoit un deuxième avertissement parce qu'il est en absence injustifiée. Et là, la DRH reçoit un courrier en disant, mais c'est un acharnement, je suis en souffrance au travail parce que mon manager m'a sanctionné 2 fois en 4 mois pour des faits que je conteste. Double attitude à avoir, le manager se sent un petit peu attaqué dans son pouvoir disciplinaire, et la DRH me dit, ben voilà, est-ce que c'est le manager de proximité qui fait pas son travail? Pourquoi il a... On en vient à avoir une suspicion au niveau de l'entreprise sur la position et la posture du manager de proximité. Le dossier a été au prud'homme et en fait le jugement prud'homal qui a été rendu, c'est de dire c'est une simple exécution de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'entreprise. En rien, ça ne constitue un harcèlement moral ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement est un petit peu utilisé et brandi, pas systématiquement, mais en zone de protection dans l'entreprise. On le voit à plusieurs titres. Et le manager de proximité est directement en prise avec ça. Et donc, c'est pour ça aussi que beaucoup d'entreprises, et là, vous le verrez peut-être aussi avec Adrien, s'orientent beaucoup sur des formations sur les risques psychosociaux pour vraiment sécuriser et avoir cette sensibilité et cette sensibilisation de l'équipe managériale. Je voulais aussi vous proposer un autre dossier parce que du coup, celui-ci il était particulièrement surprenant. Une personne qui est en inaptitude, donc vous avez l'avis du médecin du travail qui déclare une inaptitude du collaborateur. L'inaptitude, ben, c'est le médecin qui le constate, l'entreprise prend acte et puis derrière, elle lui propose des solutions de reclassement qu'il refuse et donc il y a une notification du licenciement pour inaptitude. 8 mois après, le dossier, le collaborateur saisit le Conseil des prud'hommes et demande, et c'est ça qui est un petit peu surprenant et stupéfiant, demande la nullité de son licenciement parce qu'il estime avoir été harcelé pendant 1 an et demi dans l'entreprise. Donc, c'est pour bien vous montrer les conséquences. Il avait à peu près 18 ans d'ancienneté. Les conséquences étaient à peu près à 35, entre 35 000 et 60 000 euros de dommages et intérêts au Conseil des prud'hommes. L'entreprise n'a rien à se reprocher. Elle s'est dit, ben voilà, moi, il est inapte. J'ai organisé la procédure, j'ai consulté mon CSE, etc. Et là, vous avez une procédure de harcèlement moral qui arrive. Les juges prud'homaux, ils sont obligés, enfin, on est obligé de se positionner, avant de se positionner sur l'inaptitude, de se positionner en se disant est-ce qu'il y a harcèlement moral ou pas? Et vous le savez peut-être que l'aménagement de la charge de la preuve, elle est assez simple. C'est que le salarié doit simplement présenter des éléments de fait laissant juste supposer l'existence d'un harcèlement. À l'entreprise derrière d'avoir la responsabilité de prouver qu'il n'y a pas eu des agissements constitutifs de harcèlement moral. Donc le débat, au lieu de s'engager sur de l'inaptitude, il s'engage préalablement sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral. Et donc l'impact, il est énorme. C'est-à-dire que si vous avez des juges prud'homaux qui disent il y a harcèlement moral, ça veut dire que ils sont presque liés à cette décision et sont obligés de déclarer la nullité du licenciement parce qu'il y a une inaptitude qui a été faite sous l'emprise de harcèlement moral. Les conséquences, elles sont assez importantes. On le mésestime aujourd'hui, mais nous, on voit arriver systématiquement un dossier sur deux avec des demandes de harcèlement moral. Justifié ou non, on ne fait pas le procès aujourd'hui de cet état, mais c'est compliqué aujourd'hui pour les juges de voir banaliser un petit peu ce harcèlement moral à l'appui de dossiers contentieux à fort enjeu financier. C'était important de vous alerter sur ça. Et puis j'ai un dernier point sur lequel il me paraît aussi important de vous apporter une analyse, c'est l'absence. On constate aussi, alors que ce soit au niveau entreprise, CSE et juge prud'homal, on constate l'absence d'action de l'entreprise sur une demande de harcèlement. Vous êtes collaborateur d'une entreprise, vous êtes DRH d'une entreprise, vous recevez une demande en disant je suis harcelé moralement, sexuellement ou je subis des agissements sexistes. L'entreprise aujourd'hui, on constate qu'elle est un peu dépourvue
d'action. Elle ne sait pas comment réagir. Il y a des entreprises qui sont structurées, d'autres non. Et donc, on va le faire au feeling ou par rapport à ce on sent. C'est-à-dire, on va recevoir la personne sans aucun formalisme. On va recevoir l'auteur, la victime, présumé, tout le monde est présumé. Et puis, on va rien conclure formellement. Ce qui va se passer derrière, c'est que on va se retrouver dans une enquête qui a été menée sans aucun formalisme, et derrière, alors ça c'est une expérience, mais c'est pas celle que je voulais vous citer. On se retrouve parfois avec des dossiers où on demande à l'entreprise, ben, justifiez-nous que vous avez mis en place un process de veille, justifiez-nous que vous avez bien mené une enquête, des auditions, quelle a été la conclusion de l'enquête. L'entreprise dit, mais si, je l'ai fait, mais je peux rien vous démontrer parce que j'ai rien écrit. Nous, en tant que juge, on raisonne pas sur l'intention, enfin l'intuition ou sur j'ai fait ça, j'ai fait ci. On raisonne sur des pièces. Et si on n'a pas de pièces, et ben du coup, y a pas y a pas d'enquête et il n'y a pas d'action. Donc forcément, l'entreprise se voit condamnée alors que la position qu'elle a tenue est bonne. Donc je vous alerte aussi sur, enfin, j'essaie d'alerter sur le manque de process de veille au niveau des entreprises, à savoir quand vous avez un signalement de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, vous devez, au niveau de l'entreprise, avoir un process de veille. Qui je dois actionner? D'abord, je réponds à la victime. J'ai bien pris connaissance de votre. Nous allons vous inviter à un entretien. Est-ce que je dois associer le CSE ou non à l'enquête? Est-ce que je décide de faire une enquête, oui ou non? Est-ce que les éléments qui me sont portés, qui sont portés à ma connaissance, sont nécessaires au fait que l'enquête doit être diligentée? J'associe le CSE ou pas, parce qu'après, on a aussi des CSE qui peuvent se gargariser de chaque enquête en disant ben voilà, je vais utiliser l'enquête et puis je vais montrer que la DRH harcèle tout le monde, les managers de proximité sont pas bons, etc. Et donc ils se servent de chaque enquête pour essayer de faire monter en mayonnaise un petit peu le climat social de l'entreprise. C'est tout ce qu'on constate aujourd'hui au quotidien par rapport à ces différentes expériences. On a aussi, et ça je le précise, la nécessité du process d'enquête. Le process d'enquête, c'est une obligation aujourd'hui par la loi Wasserman qui l'impose. Les entreprises doivent avoir un process d'enquête, c'est-à-dire quand elles reçoivent un signalement, elles doivent avoir déjà un canal d'alerte pour signaler, que ce soit une écoute téléphonique, un logiciel en interne, etc., que ce soit anonyme ou non. Et donc derrière, elle doit réagir. Et elle doit réagir avec un process qui est établi. Le process, il est simple, c'est qui j'entretiens au début. Est-ce que je vais entretenir tout de suite l'auteur des faits? Non, la victime, les témoins, l'auteur. Il y a quand même un sens de bonne intelligence sur le fait de mener une enquête. Et puis, on oublie souvent, mais ça, c'est vraiment l'écueil principal, c'est la conclusion de l'enquête. Comment je conclus l'enquête? Est-ce que je dis qu'il y a harcèlement ou pas? Ben, il y a un texte qui dit que le harcèlement, c'est des agissements répétés, etc., etc. On prend le texte et on conclut en disant il y a harcèlement ou pas. La commission d'enquête conclut, et après, c'est pas à la commission forcément de prendre la décision s'il y a harcèlement moral ou sexuel, c'est à l'entreprise à laquelle est portée la conclusion de l'enquête de prendre ses responsabilités et de prendre les décisions, à savoir, est-ce que je vais licencier la personne qui a harcelé si les éléments sont concordants et objectifs, ou est-ce que je vais sanctionner, ou je vais avoir un processus de sensibilisation vis-à-vis du manager de proximité ou autre chose. Et on pourrait en débattre pendant des heures, mais voilà, c'était vraiment les principaux peut-être écueils. Je vais vous citer parce qu'il me reste encore à peu près 6 à 7 minutes, Vas-y, vas-y. un petit cas. J'ai suivi en accompagnement. Vous êtes dans une salle, vous êtes dans une entreprise à secteur commercial, vous êtes dans une salle de réunion où il y a 6 personnes, dont le manager. Dont le manager est très important, dont le manager. Dans la salle, vous avez 6 personnes, dont 5 hommes et une femme. La personne, la femme présente ses objectifs, elle se lève et elle a un tailleur-jupe. Dans la salle, il y a un homme qui fait la réflexion suivante en disant Audrey, j'espère que ta présentation n'est pas aussi courte que ta jupe. Et là, dans la salle, tout le monde rigole, même le manager. Audrey, bah, elle fait bonne figure, elle esquisse un rictus, elle fait sa présentation, elle va s'asseoir. À la sortie de la réunion, elle écrit un mail à la DRH en disant Bonjour Madame la DRH, etc. Je viens de subir une humiliation collective, effectivement, au sein de mon entreprise, enfin au sein de la réunion, il s'est passé ça, il s'est passé ça. La DRH reçoit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, alors,
soit elle sait comment faire, soit elle ne sait pas comment faire. Mais là, ce qu'il faut, c'est qu'elle déjà réponde à la collaboratrice en disant j'ai bien pris acte, et derrière, qu'elle la reçoive à un entretien en disant comment ça s'est passé. Et après, la question peut se poser, et ça, je la laisse ouverte en disant qui est plus responsable dans l'histoire? Est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est le manager? Ou est-ce que c'est la personne qui a dit cette phrase? La conclusion de ça, enfin, quand on analyse un petit peu ces éléments-là, quand ce cas est évoqué en formation, 90% des participants en formation disent c'est le manager qui est responsable parce qu'il n'a pas été exemplaire. Il a rigolé et aurait dû remettre un cadre dans la réunion en disant attendez messieurs, on est dans une réunion, ça se passe comme ça. Même si la personne le dit, il doit être un petit peu recadré. Aujourd'hui, vous avez des textes sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et surtout, on l'oublie, les agissements sexistes. Là où vous avez Michel à la machine à café qui faisait des blagues sexistes depuis 30 ans et aujourd'hui qui refait les mêmes blagues et qui se voit convoqué par la DRH en disant bah, Michel, il faut que tu arrêtes les blagues sexistes. Et il vous dit mais oui, ça fait 30 ans que je l'ai fait. Ben oui, mais ça fait 30 ans que tu l'as fait, mais aujourd'hui on a des textes et aujourd'hui on a une empreinte très forte au niveau des entreprises qui sont beaucoup plus en alerte avec le bien-être au travail, la santé au travail de leurs collaborateurs. Donc les blagues, bon, du coup maintenant tu les gardes et tu les fais dans un autre contexte, mais plus chez nous. Euh, On a le voilà droit un de petit peu. t'interrompre une seconde ou pas, Sébastien, parce que pour le coup, c'est passionnant. On a le droit de dire quelque chose, même si c'est Oui, pas oui, encore. bien sûr, Adrien, Hein. vas-y. D'ailleurs, c'est ce que j'allais proposer. C'est à chaud comme ça, Adrien, ta Non, mais première c'est un réaction. bonheur d'écouter Sébastien. Merci. Enfin, il y a des choses que tu rappelles, je pense, qui sont essentielles. Déjà, premièrement, la notion d'intentionnalité a sauté. Moi, je voulais pas lui faire du mal, mais en fait, le résultat est le même. Donc, la notion d'intentionnalité, elle a sauté au prud'homme. Attention, elle vaut encore au pénal, hein, parce que ça peut être quelque chose de beaucoup plus lourd au pénal. Mais ça a sauté au prud'homme. Le côté, j'ai pas fait exprès, monsieur, je voulais pas lui faire de mal, ça a sauté. Il y a cette notion aujourd'hui de répétitivité dont tu as parlé, qui est hyper importante. Il faut un comportement répété, mais ce comportement, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il peut être répété soit dans le temps, soit dans l'espace. Ça veut dire quoi? C'est la même personne qui te harcèle pendant 2 ans, c'est une chose. Mais si ce sont 10 personnes à un seul moment qui ont le même comportement hostile envers toi, ça peut être qualifié de harcèlement parce qu'il y a la répétitivité dans la composante, dans le nombre de personnes et pas dans le côté longitudinal des pratiques de harcèlement. Et ça, je pense que ce que tu dis, c'est hyper important. Et tu as donné un exemple, alors pour le coup, s'il n'y a pas de copyright, je le reprendrai parce que je le trouve excellent, Ok. de la jupe courte. En tout Oui. cas, parce que l'essentiel des victimes de harcèlement sexuel sont malheureusement encore des femmes. Ce que beaucoup de femmes ne savent pas aujourd'hui, c'est que la recevabilité de la preuve a changé. Aujourd'hui, les enregistrements, Hmm. je vais le dire de façon un peu indélicate, en loose day, c'est-à-dire j'ai mon iPhone caché dans ma poche, mais j'enregistre les propos de ce gros indélicat de Michel dans l'ascenseur, c'est recevable en justice là où ça ne l'était pas précédemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui prend la main dans le pot de confiture parce que le principe du harceleur, c'est de faire les choses en discrétion. Ce sont des comportements souvent on va dire en creux plutôt qu'en bosse, et la possibilité qu'il ait donnée à ces dames d'enregistrer les propos graveleux ou offensants permet en général d'accélérer certaines procédures. Je me tais, pardon, d'être intervenu. Non, 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 c'est très bien. c'est très riche et je te rejoins et ça c'est important. Depuis effectivement décembre 2023, les enregistrements déloyaux sont recevables au Conseil de prud'homme. J'apporterai juste si c'est la seule preuve qui peut permettre de justifier. Et effectivement, c'est très pertinent. Je te remercie. Moi j'en ai fini, Philippe. Oui, non, Mon mais moi, temps est imparti. j'allais rebondir également parce que moi, j'interviens beaucoup dans les centres hospitaliers. Et on voit également les attitudes sexistes au travail qui sont passées pendant des années. L'exemple type, c'est le chirurgien avec ses infirmières autour de lui. Et puis les blagues sexistes, il y en a en veux-tu, en voilà. J'ai des témoignages pléthores sur le sujet. Et je les sensibilise aujourd'hui, ces médecins qui ont, pour certains, des fonctions de manager. Au risque encouru si jamais ils poursuivaient ça, vu les temps qui courent. Exactement. Voilà. Je revenais aussi sur une chose, c'est puisqu'on parlait de la banalisation du harcèlement, euh, en fait, il y a cette responsabilité juridique qui à un moment est mise en avant. Voilà, on va aller au fight juridique, comme on dit. En fait, est-ce que ça ne traduit pas justement en amont deux autres niveaux de responsabilité? Quelque part, la responsabilité des tâches qui n'est pas claire, c'est-à-dire qu'on est dans des ambiguïtés de rôle, que je connais mal mon périmètre de responsabilité, qu'on n'a pas fait ce travail-là de clarté du rôle,
Et encore en amont, les niveaux de responsabilité, d'attitude et de comportement, c'est-à-dire capacité à coopérer, à se coordonner, travailler ensemble, quelle motivation, après quoi je cours, etc. Enfin, en fait, il y a des niveaux de responsabilité avant d'arriver au niveau juridique. C'est pour ça que toi, tu intervenais en premier, c'est-à-dire à l'autre bout de la chaîne, la prévention tertiaire. C'est-à-dire on était arrivé au bout du bout et bon, ben, quelle est la procédure? Mais est-ce que finalement ces responsabilités, et concernant le travail, les tâches, et puis la responsabilité d'attitude et de comportement, est-ce que ça pêche déjà pas là, qui fait qu'au final, on en arrive à cette responsabilité d'ordre juridique, et il y a déjà une rupture qui est créée, un climat en général social qui est délétère quand on en arrive là. Tout à fait. Tu veux rebondir, Adrien, par rapport à ça, De justement? toute façon, il n'y a harcèlement que lorsqu'il y a eu un déficit de régulation préalable. Parce que le harcèlement, c'est entre guillemets, c'est la rupture ou l'abrasion telle d'un lien qu'il finit par sauter. Mais si on a la régulation, c'est le travail certes du manager, mais la responsabilité du manager n'invalide pas la responsabilité de ses équipes. On nous parle souvent, Philippe, du 41-21 du Code du travail. Il est très bien, 41-21, mais il n'est pas seul. Si tu décides de courir avec une paire de ciseaux et des cutters dans les escaliers et que tu fais mal à un collègue, ce n'est pas ton employeur qui est problématique, c'est ton propre comportement. Donc, nous avons aussi une responsabilité individuelle et les responsabilités sont cumulatives. Alors, bien sûr, il y a toujours la responsabilité de l'employeur tout en haut. Moi, quand on me dit qu'il faut que le salarié soit acteur de son développement, OK, mais il n'y a pas de bons acteurs sans excellents metteurs en scène, et le metteur en scène, c'est l'employeur. Ça, il n'y a pas de doute sur ce sujet-là. Cela étant dit, oui, moi, je pense que c'est quand même extrêmement important de se dire que si on n'apprend pas aux managers à avoir des pratiques de régulation régulières. Ce que disait Sébastien tout à l'heure, en réunion, moi j'ai formé, je ne nommerai pas un COMEX sur le harcèlement moral au mois de février, il y a un membre du COMEX qui commence à faire une blague sur le soutien en disant qu'est-ce qui manque comme soutien? Le soutien-gorge. Bon, on se rend bien compte quelque part que manifestement on est tombé un petit peu là sur une perle. Mais heureusement qu'il y a une régulation à ce moment-là du PDG qui note tout de suite le caractère dysfonctionnel, inopportun, au-delà du fait que c'est inélégant et très indélicat, de ce type de comportement. Si tu fais des régulations tout de suite, les choses vont bien se passer. Mais c'est comme la parentalité. Si tu laisses tes enfants faire n'importe quoi pendant 5 ans, il ne faut pas s'étonner qu'à l'adolescence, ça soit quelque part des comportements qui soient complètement outranciers. Si tu régules au fur et à mesure, attention, je ne dis pas que l'adolescence sera facile, c'est pas ce qu'il faut entendre. Mais en tout cas, ça se gère de façon un petit peu plus simple. Pardon, parce que je fais des longues réponses. Non, mais tu vas pouvoir continuer, Adrien, puisque tu vas nous parler plutôt de prévention secondaire cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on serait confronté à de la surcharge de travail. On sait que c'est un facteur de risque, on en parle beaucoup aujourd'hui. Surcharge de travail du manager, mais aussi la charge de travail qui concerne l'équipe dans son ensemble et ce que peut faire le manager dès lors que constaterait que lui-même est en surcharge, que son équipe est en surcharge, bref, que tout le monde est en surcharge autour de lui. Et tu as des choses à nous dire sur le sujet. Eh bien oui, ça tombe bien, parce que c'est pour ça que je suis là, donc je suis heureux qu'on arrive sur ce sujet-là. Moi, je voulais parler de quelque chose. Alors, ça vaut pour les situations de surcharge, et c'est la typologie d'exemples que l'on va donner ensemble, mais ça vaut pour toutes les situations de vie dans lesquelles vous voyez autrui qui est en difficulté. Hein, il y a cette phrase qui dit que la seule fois où on a le droit de regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Eh ben, on va essayer de comprendre comment on peut aider quelqu'un à se relever, aider quelqu'un de son équipe qui est un peu en galère, mais Sébastien, dans l'exemple qu'il donnait, c'est aider aussi quelqu'un qui est un peu en détresse parce qu'il est l'objet ou le sujet de pratiques hostiles ou vexatoires, comme on dit, dans les situations de harcèlement. Ce qu'il faut que vous sachiez toutes et tous, c'est qu'il existe plusieurs façons de soutenir en psychologie. Un petit astérix simplement pour dire que le soutien, ce n'est pas juste une tape dans le dos et un truc de psy. Des études ont été faites à la fin des années 80 qui montrent que les femmes qui reçoivent du soutien quand elles sont hospitalisées pour des cancers présentent des taux de rémission supérieurs aux autres. Ça veut dire que le soutien social que l'on reçoit a des impacts physiologiques et ce n'est pas juste de la bobologie, on va mieux, une tape dans le dos et on sourit. Donc tout ça pour dire que le soutien social, c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que vous l'avez déjà expérimenté. Le premier rempart contre la détresse psychologique au travail, détresse psychologique, Philippe Sébastien, dont je rappelle qu'il est l'antichambre des problèmes de santé mentale. On n'est pas encore dans l'état dépressif majeur ou les troubles anxieux généralisés, on est juste avant, au moment où on peut encore réajuster le tir ou sinon finir dans le mur. Le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs.
Alors, soutenir, oui, mais soutenir comment? La première forme de soutien à laquelle on pense tous, nous, messieurs, alors désolé du caractère sexiste du propos, mais il faut se rendre compte que les hommes et les femmes ont des façons un petit peu différentes de fonctionner. Le premier type de soutien, c'est le soutien qu'on va appeler opérationnel. Cette table est lourde, je vais t'aider à la porter. Le soutien opérationnel, c'est quoi? C'est un coup de main assez concret, un service qu'on va rendre à quelqu'un dans un moment difficile, mais c'est vraiment une action ad hoc par rapport à un sujet. Alors, c'est très pratique quand la table est lourde, d'avoir quelqu'un qui va nous filer un coup de main pour la porter. Simplement, c'est la typologie de soutien que nous, messieurs, on va le plus favorablement utiliser. Alors, il est pratique parfois, il peut être un petit peu mansplaining ou un petit peu de temps en temps infantilisant, parce que ça peut parfois s'apparenter à du « je vais le faire à ta place ». Deuxième type de soutien, c'est un soutien qu'on va appeler un soutien informationnel. Le soutien informationnel, Sébastien en parlait tout à l'heure, j'ai fait l'objet de pratiques hostiles, j'appelle ma DRH, mon CSSCT, mes élus, mon manager, enfin, pour dire qu'est-ce que je dois faire parce qu'on m'a mis une main aux fesses dans l'ascenseur. Soutien informationnel, je te donne une information spécifique, une réponse ad hoc à une question spécifique qui est la tienne. On a le droit à combien de jours de RTT, où sont les tickets resto, enfin, voilà, j'ai une question, on me répond spécifiquement par rapport à ça. Et en vrai, hommes et femmes sont à peu près aussi bons sur le sujet. Troisième type de soutien, il n'y en a que 4, rassurez-vous. C'est un soutien qu'on va appeler un soutien émotionnel. Le soutien émotionnel, c'est le fameux « waouh, tu as les yeux tout rouges et tout gonflés, je sens que ce n'est pas la grande forme, je te propose qu'on aille en parler tranquillement dehors ou dans mon bureau ». Le soutien émotionnel, c'est la main tendue dans les coups de blues, c'est l'activation d'une forme d'empathie ou de sympathie qui va nous permettre de comprendre les émotions d'autrui, de voir qu'il ou elle a besoin d'aide et d'aller proposer. On n'impose pas, c'est pas je te demande de venir me parler, on propose effectivement son aide. Aussi curieux que ça puisse paraître dans les stéréotypes de genre que nous activons tous quand j'utilise ce type d'argument, les hommes et les femmes sont à peu près aussi bons dans le soutien émotionnel. Simplement, ce qu'on remarque, c'est que bien souvent, les hommes sont un peu diesel, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu de temps à démarrer le soutien émotionnel parce que là où, mesdames, vous êtes beaucoup… Alors, encore une fois, ce ne sont pas des stéréotypes de genre que je véhicule. La littérature scientifique est assez claire sur le sujet. Les femmes vont assez rapidement aller sur du soutien pratique, là où les hommes vont mobiliser surtout de la pensée magique. Ça veut dire quoi? Très souvent, les hommes, ils vont voir quelqu'un qui n'est pas hyper en forme et ils vont se dire ouais, allez, on va le laisser un peu tranquille, ça ira mieux dans 2-3 jours. La pensée magique, c'est imaginer que le temps seul va permettre de panser les plaies. Le problème, c'est que si vous avez des enfants comme moi, qu'ils apprennent à faire du vélo et qu'ils se mettent du gravier dans le genou, dire « oh, ça va cicatriser », c'est vrai. Mais si et seulement si vous avez mis un coup d'antiseptique. C'est-à-dire que le temps est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Il y a une action préalable de soutien à mettre en place pour que derrière, le temps permette de panser les plaies. Mais le soutien émotionnel, on est à peu près aussi bons les uns et les autres pour le faire. Et puis, il y a une quatrième forme de soutien. Là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, sur lesquels nous, messieurs, on est hyper nuls. Alors, je laisse juste quelques secondes à nos auditeurs pour se figurer, nos spectateurs, se figurer ce sur quoi les hommes sont vachement nuls en termes de soutien. Et rappelez-vous vos dernières embrouilles de couple. Si vous vivez en couple avec un homme, je pense que vous allez trouver une solution. D'ailleurs, si parmi les participants, vous voulez mettre votre idée, votre réponse dans la zone de chat, allez-y. Ah, c'est une super idée. Alors, c'est quoi le type de soutien sur lequel les hommes sont absolument nuls? J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas vous laisser beaucoup de temps pour Bon, répondre. vous pouvez aller dans l'humour, hein, les participants, vous pouvez y aller aussi si vous le souhaitez, mais enfin pas l'humour graveleux, bien sûr. Mais vous pouvez y aller si ça vous chante. Alors, il y a un type de soutien. Alors, il faut que je vous raconte une histoire. Je vais faire un petit peu comme Sébastien, qui m'aura décidément beaucoup inspiré aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire perso. Moi, je suis psy. Ma femme est psy aussi. Vous imaginez les soirées à la maison, hein, on se parle d'anxiété anticipatrice en buvant du chardonnay. Les copains veulent plus venir aux apéros. Mais effectivement, ma femme, c'est une histoire vraie, me dit, mais elle devait faire une conférence devant 400 managers et ça la faisait un peu flipper. Et elle me dit quelques jours avant, elle me dit « Ah, ça y est, je commence à stresser, je me représente au truc où je vais foirer, je vais être nul. » Enfin, donc, elle m'explique qu'elle avait peur, qu'elle était anxieuse à l'idée, hein, l'anxiété anticipatrice à l'idée d'aller faire cette conférence. Et moi, mais très mauvais psy que je suis dans ma vie perso, alors quelqu'un dit l'intelligence émotionnelle, l'écoute active, pas mal. Merci, vous allez voir qu'on est là-dessus. Très mauvais psy que je suis dans ma vie perso, qu'est-ce que j'ai répondu à ma femme? Je lui ai dit « Mais mon chat, si tu flippes, je vais la faire à ta place, cette conférence. »
Ah bah, je vous garantis que ce n'était pas du tout la réponse attendue. Enfin, vu la soirée que j'ai passée, ce n'était absolument pas la réponse attendue. La réponse attendue, c'était quoi? La réponse attendue, c'était de dire, mais mon chat, alors, bien sûr, je l'appelle habituellement mon chat. Si je ne l'avais pas habitué comme ça m'aurait valu d'autres déboires que je n'évoquerai pas ici. Mais je lui dis, mais ça fait 12 ans que tu enseignes à la fac. En fait, tu es passionnante parce que tu es passionnée, tu es convaincante parce que tu es convaincue. Et ça fait 12 ans que tu es quasiment la meilleure des intervenantes professionnelles de l'université dans laquelle tu interviens. Donc, c'est normal d'être stressé quand on prend la parole devant 400 managers parce que c'est intrinsèquement stressant, ce genre de choses. Mais au regard de toutes tes prises de parole réussies auparavant, je n'ai aucun doute quant à ta capacité à tout déchirer vendredi prochain. Ça s'appelle du soutien d'estime. Le soutien d'estime, c'est renarcissiser autrui pour lui restaurer sa confiance en sa capacité à réussir de nouveaux défis. C'est gratuit. Et si tant est que l'on soit sincère, c'est-à-dire qu'on n'invente pas des réussites fausses, hein, si tant est qu'on soit sincère dans les arguments qu'on donne, en plus, ça améliore la santé cardiovasculaire de celui qui le reçoit et de celui qui la donne. Le soutien d'estime, c'est quelque chose que vous pouvez commencer dès tout à l'heure avec les gens que vous appréciez, vos collaborateurs. Vous allez voir que ça fait une sacrée différence dans le quotidien. Je suis un peu un bonimenteur. En même temps, j'ai choisi de faire psycho, donc vous m'en voudrez pas. Mais Philippe m'avait quand même dit, Adrien, ça serait bien que tu nous parles de charge de travail et de façon de la gérer. Et là, tu es en train de nous parler que du soutien. Bon, j'avoue, j'ai un peu digressé. Mais j'y viens quand même. Je vais vous apprendre une technique qui va vous changer que celle que vous connaissez toutes. La technique, elle nous vient d'une expérience scientifique qui date de 2020, s'appelle la théorie des 4D. Elle va remplacer celle que vous utilisez tous et toutes, normalement, qui s'appelle la méthode des 5 C. Alors, normalement, vous la connaissez, la méthode des 5 C. C'est quoi? Bah, très simple. C'est con, mais c'est comme ça. Ça, c'est la méthode des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. On a toujours fait pareil. Pourquoi on changerait, même si ça ne marche pas? Bah, moi, je vais vous en apprendre une autre qui s'appelle la technique des 4 D. Le premier D, c'est delete, c'est supprimer. Qu'est-ce que ça nous dit? Si vous faites face à une surcharge de travail dans votre équipe, vous pouvez faire le lien avec cet article qui est passé dans le magazine Nature il y a quelques années, qui montre que le cerveau adulte, il s'est ajouté. Face à un problème, on ajoute de la solution, là où le cerveau des enfants s'est retranché. Nous, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Alors, des process, on en a plein partout, hein. Mais moi, dans la plupart des grandes entreprises dans lesquelles je passe, ils se définissent par leur absence d'usage. On a plein de règles, mais c'est tellement compliqué qu'on passe notre temps à les contourner. Ajouter des règles, bah, c'est savoir un petit peu mieux, on va dire, passer entre les uns et les autres. L'idée, c'est quoi? Vous pouvez faire un petit exercice très simple avec votre équipe. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais droit au but, hein. Vous faites une matrice. Vous faites comme ça. Hop, haut, bas, haut, bas. Plaisir plus, plaisir moins. En gros, j'adore, je déteste. Valeur ajoutée plus, valeur ajoutée moins. Ça détruit de la valeur, ça crée de la valeur. Et moi, je le fais de temps en temps avec mes équipes, en gros, une fois par an. Et on se dit, bah voilà, on prend l'agenda des 10 derniers jours et la consigne est très simple. 100% de ce qui a marqué dans notre agenda doit être dispatché dans ces 4 cases. Plaisir plus, plaisir moins, valeur ajoutée plus, valeur ajoutée moins. Et ça permet de prendre conscience collectivement en équipe naturelle de ce qu'on kiffe faire et qui rapporte de l'argent à la boîte, de ce qu'on déteste faire et qui nous fait perdre de l'argent. Et là, déjà, vous allez voir qu'on va réussir à ajouter les tâches les plus intéressantes, dispatcher les tâches qui intéressent certains mais qui désintéressent d'autres et supprimer ou shooter les tâches à faible valeur ajoutée qu'on a tendance à entériner uniquement parce qu'elles existent depuis longtemps. Le fait de fonctionner comme ça, c'est quelque chose qui va radicalement vous donner du temps. Petit truc en plus que vous pouvez essayer, c'est ce que moi j'appelle le dry January des réunions. Peut-être que certains connaissent le dry January, c'est ce qu'on fait en général au mois de janvier quand on a considéré qu'on avait un peu trop picolé en décembre. On se dit, je vais faire un mois sans alcool pour me rendre compte de ma consommation. Nous, on fait ça avec les réunions. Alors, à chaque fois que je dis ça, on me dit, oui, mais c'est un timbré, c'est un psy, ils ne doivent pas savoir que nous, on travaille pour de vrai, on a un vrai job. En fait, pendant un mois, interdiction de faire des réunions. Alors, vous allez me dire, Adrien, c'est impossible, nous, on bosse, on a besoin de faire des réunions. Mais je sais bien, moi, j'ai 33 personnes dans mon équipe, nous aussi, on fait des réunions, et nous aussi, on est là pour créer de la valeur. Sauf que si pendant un mois, tu n'as pas le droit de les faire, les réunions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais des réunions où, incroyable, elles durent 20 minutes, il y a une question, une réponse, ne viennent que les gens qui ont quelque chose à dire et pas le chef de projet qui est passé dans le couloir, qui a passé la tête et qui s'est dit, bah, du coup, quitte à être là, je vais en rajouter un petit peu et dire des choses. En fait, on va modifier la norme. Et ça, c'est très important. L'inversion de la norme quant à la fréquence des réunions. Et au bout d'un mois, ça nous permet quoi? Ça nous permet systématiquement de nous rendre compte des réunions qui sont vraiment utiles, des personnes qui sont vraiment importantes par rapport à telle question et par rapport à la nécessité de décider très rapidement.
Si vous savez bouger la norme et si vous savez faire votre matrice plaisir-valeur ajoutée, vous allez déjà supprimer des réunions consommatrices de temps et des tâches que personne n'aime. Mon deuxième D, c'est la question de retarder, to delay, retarder. C'est quoi? Je ne sais pas si vous le savez, mais on présente tous un biais de catastrophisation. C'est-à-dire que quand vous êtes très stressé, Philippe parlait de prévention des risques psychosociaux, le sentiment d'être surchargé, le modèle de Karasek et Théorel, on le connaît tous, la charge de travail va générer du stress. Le stress, c'est du cortisol dans le sang, et le cortisol vous donne un regard faussé sur le monde. Vous faites une interprétation du réel qui n'est pas la bonne. Vous entendez souvent des gens dire « moi, je ne crois que ce que je vois ». C'est faux, c'est bullshit. Saint-Augustin s'est planté. Personne ne croit ce qu'il voit, c'est le contraire. C'est pas « je crois ce que je vois », c'est « je vois ce que je crois ». Notre représentation du monde dicte la lecture qu'on va en faire. Je vous donne un truc simple, l'optimiste et le pessimiste, ils vivent sur la même planète. Ils se font face aux mêmes stimuli. Et pourtant, ils les interprètent différemment. Ça veut dire quoi, to delay? Ça veut dire que quand vous êtes méga stressé, vous allez avoir un biais de catastrophisation qui va vous laisser imaginer que le problème est beaucoup plus important qu'il n'est. Et comme personne n'aime les problèmes très importants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la poule qui court sans tête. Vous allez vous agiter dans tous les sens, parce que c'est normal chez l'être humain, vous allez vouloir restaurer un sentiment de contrôle sur le réel. Simplement, vous allez vous éparpiller, vous allez vous agiter, vous allez générer une illusion de contrôle qui va créer de la surchauffe. Vous bougez dans tous les sens, mais vous ne produisez rien. Et la surchauffe alimente la surcharge. To delay, ça veut dire quoi? Nous, quand on intervient, lorsqu'il y a eu des suicides, des viols, des braquages. Lorsqu'on intervient en post-trauma, on n'intervient jamais dans les 5 minutes juste après la situation. Il y a un temps pour faire ce que nous, on appelle souffler le froid sur le chaud, pour faire redescendre un petit peu l'activation physiologique du corps, pour avoir un regard plus à froid et donc plus efficace sur les situations. Troisième D, distribute, c'est la question de déléguer. Alors là, il faut vraiment que je vous parle d'une petite... J'ai encore 3 minutes, Philippe, ou pas? Oui, vas-y. Il faut vraiment que je vous parle d'une expérience. Elle sera peut-être moins savoureuse que celle de Sébastien, mais à mon avis tout aussi bizarre. C'est une histoire vraie, vous pouvez le googler juste après. Si vous n'êtes pas content, ce sera satisfait ou remboursé. Je ne prends pas beaucoup de risques. Il y a un type aux États-Unis, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui s'est rendu compte qu'il existait ce qu'on appelle de l'encre sympathique. L'encre sympathique, c'est ce que moi j'ai 41 ans. Dans Pif Gadget, quand j'étais gamin, vous savez, vous pouviez écrire avec du jus de citron sur une feuille, vous mettiez devant une bougie, puis ça faisait apparaître le message. En gros, tu mets du jus de citron et ça rend l'encre invisible. Le type s'est dit « Ah, mais donc le jus de citron rend invisible. Je vais donc m'enduire intégralement le corps et les vêtements de jus de citron pour aller braquer une banque. » L'histoire est vraie, Imaginons qu'avec du jus de citron, il deviendrait invisible, il pourrait le braquer la banque facilement. N'essayez pas ça chez vous, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Le type s'est fait gauler au bout de 2 mètres et il séjourne encore en prison aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de cette histoire de type qui braque des banques? Parce qu'en fait, il existe un effet que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, le biais de surcompétence. L'effet Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle, pour avoir une conscience de notre compétence ou de la difficulté d'une tâche, il faut avoir un minimum de compétences sur le sujet. Pour ceux qui vivent en région parisienne ou qui prennent le train de temps en temps, vous avez peut-être déjà vu ça dans les grandes gares. Dans les grandes gares, souvent, vous avez un piano. Et parfois, on a la chance, moi je suis assez mélomane, parfois on a la chance d'avoir des personnes, des kidams qui s'assoient et qui jouent divinement bien du piano. Et là, excusez-moi du terme élégant que je vais employer, mais il y a toujours un con pour passer et pour dire « ouais, enfin c'est juste un mec qui appuie sur des touches ». Ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. C'est l'incapacité à se rendre compte de la complexité d'une tâche parce qu'en fait, on n'a jamais fait l'effort de s'y intéresser. Alors, quand on est manager, quand est-ce qu'on va pouvoir déléguer une tâche ou pas? Comment savoir si on est dans un biais de surcompétence ou pas? Comment évaluer notre niveau de compétence au regard de ce qu'il est réellement pour savoir ce que l'on peut déléguer, pour retrouver un petit peu, on va dire, de sérénité par rapport à sa charge de travail, ou ce qu'on ne sait pas faire. Il y a un chercheur français qui s'appelle Laurent Bègue à Montpellier, qui a travaillé sur la psychologie morale, super bouquin que je vous invite à lire, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en fait, on a ce qu'on appelle des illusions comparatives. C'est quoi ces illusions comparatives? On va prendre un truc très concret. Imaginons que vous n'ayez jamais produit une tâche. Tiens, on m'a demandé de refaire la plomberie de ma salle de bain. Je n'ai jamais essayé. Je ne me suis jamais essayé à la plomberie. Mais je me dis, bon, ça, non, ça, il n'y a pas de raison. Ça, je vais y arriver. Faire de la plomberie, ça ne doit pas être bien sorcier.
Alors là, c'est typiquement l'effet Dunning-Kruger. On se marrera bien quand vous nous enverrez les photos. Si vous n'avez jamais essayé et que vous estimez compétent, vous êtes dans un biais cognitif. C'est quelque chose que je vous invite à déléguer à un pro parce que ça va vous surconsommer du temps et de l'énergie de mal le faire et en plus vous coûter du pognon. Mais ça, c'est la situation la plus simple. En revanche, si vous devez toujours faire votre plomberie, mais que vous vous dites, alors moi j'ai déjà essayé de faire de la plomberie, déjà peut-être que la conscience est meilleure. Et là, deux possibilités. Soit vous vous dites, bah, la dernière fois que je l'ai fait, ça s'est super bien passé, j'ai refait la salle de bain du haut, toute la cuisine, c'était nickel, tout le monde m'a félicité. Vous êtes bon en soi, c'est une tâche que vous pouvez conserver si vous voulez, si vous estimez que vous êtes très bon dedans, ou la déléguer si vous voulez effectivement aider un de vos collaborateurs à se développer sur le sujet. Mais si vous vous dites, j'ai déjà essayé, je suis peut-être pas le meilleur, je pense que je suis quand même vachement meilleur que les autres. C'est-à-dire que comparativement à tous les autres qui ont essayé, moi, je suis meilleur. Ça, c'est une illusion comparative en psychologie morale. Alors, normalement, je n'ai pas le droit de le dire, Philippe va me tirer les oreilles, mais c'est ce que vous faites normalement le lendemain du premier de l'an, quand vous rentrez en voiture avec votre femme et vous dites, tu ne trouves pas que Pascal, il a quand même vachement picolé cette année? Bah, c'est exactement ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on va se comparer aux autres en se donnant l'illusion que nous, on a fait mieux que les autres. C'est une simple illusion comparative qui vise à faire en sorte que ça protège un peu notre ego. Mais si vous avez l'impression que vous avez déjà essayé une tâche et que vous êtes meilleur que les autres, c'est que vous avez ce qu'on appelle un ego contingent. Votre ego, il est fondé sur l'image que vous avez des autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux déléguer parce que ça veut dire qu'au fond, vous êtes un peu mauvais sur le sujet. Et puis, dernier point, et promis, je m'arrête, le dernier né, c'est diminish, c'est réduire. C'est quoi ce truc? Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donner simplement un exemple. Il y a quelque chose que j'aurais adoré qu'on m'apprenne quand j'étais môme, c'est la différence entre la fréquence et l'intensité. Imaginons que Sébastien nous dise, oh, la semaine prochaine, j'ai une semaine de malade, je ne sais pas comment je vais faire, je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Imaginons que moi, en tant que psychologue, je lui dise, bah, écoute Sébastien, puisque la semaine prochaine, ça va être un moment de folie pour toi d'un point de vue pro, ce que tu fais, c'est que vendredi, là, tu quittes le boulot à 17h et de 17h à 2h du mat, tu fais couscous, coq au vin, charcuterie, fromage, galette des rois, et t'enchaînes 21 repas comme ça en 8 heures. Comme ça, normalement, 21 repas, tu n'as plus besoin de manger de la semaine prochaine. Tu es tranquille, tu vas être bien plein. En revanche, tu devrais être un peu fatigué parce qu'après 21 repas, ça va peser sur l'estomac, Sébastien. Et comme tu seras bien fatigué, essaie de dormir 30 heures d'un coup. Comme ça, la semaine prochaine, peinard. Même plus besoin de dormir, tu auras ton crédit de sommeil. Plus besoin de manger, plus besoin de dormir. Et Sébastien, si on se dit la vérité, après 30 heures de sommeil, tu seras pleine balle. Et là, tu nous enchaînes 1000 abdos. Bah, tu seras en forme. Plus besoin d'aller dans la salle de sport la semaine prochaine. Imagine tout le temps que tu vas gagner. Tu me dirais, alors, soit tu es un abruti, soit tu es un danger public. Enfin, Adrien, il faut que tu arrêtes ces conseils pourris. Et tu aurais bien raison. Mais en fait, ce que je dis, c'est peut-être ridicule, mais c'est exactement ce qu'on fait tous dans notre vie pro. On ne sait pas ou très mal différencier la fréquence et l'intensité. Ce qu'on fait, c'est qu'on bosse comme des malades pendant 5 jours en espérant se reposer un peu le week-end. On bosse comme des malades pendant 11 mois en espérant se reposer ou se ressourcer pendant 5 semaines de vacances. On n'a pas compris, et là, Philippe va nous en parler dans quelques instants sur la performance collective. Aux États-Unis, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle performance under pressure, c'est-à-dire la performance sous pression. Quel est le seul secret, en tout cas en 2024, dans la littérature scientifique? La science avance en contre elle-même. On aura peut-être plus d'éléments dans les années à venir, mais aujourd'hui, en 2024, que nous dit la science? Quel est le secret de la performance sous pression? C'est la fréquence de la récupération. Ça veut dire que vous ne pouvez pas concentrer énormément de charges pendant un temps en espérant vous ressourcer après. On appelle ça l'aliénation du loisir. Et ça génère assez peu de repos et de ressourcement. Le secret pour avoir une charge de travail qui est raisonnable et une performance durable, c'est une récupération fréquente. C'est d'avoir des petits temps sanctuaires réguliers pour pouvoir vous ressourcer. J'ai absolument plus une once de salive, ça doit vouloir dire que mon temps est passé. Merci beaucoup, Adrien. Sébastien, est-ce que tu veux rebondir sur un ou plusieurs éléments qu'a évoqué Adrien? Moi, j'ai deux choses à évoquer, à partager avec lui. Et d'ailleurs, vous-même qui nous écoutez, hein, si vous voulez partager aussi des éléments dans la partie chat, n'hésitez pas. Sébastien, Non, tu non, avais quelque non. chose? Alors moi j'ai été vraiment subjugué par les exemples et par. Enfin, j'ai pris des notes, tu vois, Adrien, parce que j'ai appris des choses. Et je te remercie d'avoir ce prisme-là, enfin, voilà, d'avoir confronté ce prisme-là. Et j'ai bien aimé les 4D, même si les 5C, je les mettais pas en pratique. Mais merci pour ce tips. Merci.
Moi, j'aimerais revenir sur deux choses. Une, très rapidement, c'est ce changement de normes dont tu peux parler dans les règles pour changer une culture, en fait. Hein. C'est vrai que la culture, c'est des normes et des valeurs. C'est peut-être plus efficace ou plus rapide que de s'attaquer peut-être directement aux valeurs. Les valeurs, on peut avoir du mal à les bouger, c'est du conditionnement social. Ça a des effets, ça fait réfléchir. C'est un travail qui est intéressant, mais je m'aperçois, moi, en pratique, que le changement, le travail qui est fait sur une charte, par exemple, sur mesure avec une équipe, qui va produire sa propre charte de façon participative, c'est un effet beaucoup plus important de passer par ces règles qui va amener plus rapidement des changements de comportement et il faut un certain temps quand même pour mettre une nouvelle habitude, plutôt que le travail sur les valeurs qui me semble, alors les deux sont intéressants, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé cette partie changement de normes pour faire évoluer cette culture, dans ce que tu précisais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est sur la récupération. Bien sûr, 100% d'accord avec toi. La récupération, plus on donne, plus il faut aussi planifier des temps de récupération. Ça veut dire que plus je mets de l'énergie dans le travail, dans mon activité, travail, sport, etc., plus je dois planifier des temps de récupération. Et ces temps de récupération, c'est pas que de la sieste et c'est pas que du sommeil la nuit, quand bien même c'est très important le sommeil la nuit. C'est aussi avoir une vie sociale à côté. C'est pas non plus être obsédé par son travail parce que les passions obsessives, c'est franchement pas bon. Et, euh, et cette récupération, il y a une infographie qui est très bien faite. Je ne sais pas si on peut la récupérer, si elle est en libre accès sur le site de la Société française de psychologie du sport, c'est la SFPS. Ils ont fait une fiche sur la récupération qui est très bien faite. On voit des personnes qui fournissent des efforts. On voit une batterie qui se recharge dans deux cas. Elle se recharge partiellement si on considère que la récupération, ça n'est que le sommeil et que les siestes. Et elle se recharge complètement si on voit que, en fait, il y a une récupération parce qu'il y a aussi des sorties sociales. Je vais au restaurant, je vois mes amis, je fais mes sorties, je fais mes loisirs. Enfin bref, je me nourris aussi d'émotions positives qui font partie de la récupération. Mais je pense que C'est la croire. différence, c'est la différence entre se reposer et se ressourcer. Si se reposer, c'est dormir, se Oui, ressourcer, c'est agir en cohérence avec nos besoins. Et effectivement, si se ressourcer est plutôt une activité, si se reposer est une activité plutôt calme, se ressourcer est en général plus actif. Ensuite, et après je me tairai parce que je sais que le temps passe, mais je rebondis sur ce que tu disais sur la question de la norme. Globalement, si on regarde les thérapies cognitivo-comportementales de la troisième vague, ce qu'on appelle tout ce qui est ACT, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un primat de l'action. C'est-à-dire que si tu veux changer la représentation de quelqu'un, pour changer derrière ses pratiques, on commence normalement, c'est assez inefficace de commencer à travailler sur les croyances, on commence à mettre en place des actions nouvelles. Parce que ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est ce qu'on fait par exemple avec quelqu'un qui est raciste, qu'on veut faire changer de paradigme. C'est celui qui dit bah, j'étais raciste, mais j'ai un voisin qui finalement est sénégalais, et le mec est hyper sympa. Non, mais mon voisin, il est hyper. Et ça crée une dissonance cognitive. Sa représentation raciste au préalable, elle est perturbée par le fait qu'en fait, son voisin est sénégalais et que le mec est hyper gentil. En fait, il y a un primat de l'action. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui scientifiquement. Il y a beaucoup de travaux de Harris sur le sujet. Si tu veux changer les pratiques, commence par changer les pratiques. Alors, c'est qu'on dit comme ça, désolé, mais quand on met c'est ça. l'individu dans des pratiques nouvelles, alors au départ, ça peut sembler un peu coercitif, mais ça crée une dissonance cognitive qui est absolument intolérable pour l'être humain, ce qui fait que la personne, du coup, elle va modifier ses croyances initiales et du coup, modifier ses comportements. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce que tu dis, je le partage, ça ne veut pas dire qu'il est inintéressant de travailler sur les valeurs, ça veut dire que pour augmenter la probabilité de succès d'un changement de mindset, autant commencer à changer certaines pratiques concrètes, ça fera davantage évoluer les représentations. Ouais. Merci à Amélie qui a partagé la fiche de la SFPS là dans la zone de chat. Il y a le PDF qui est très bien fait sur la récupération. Merci beaucoup à toi. Eh bien, je vais prolonger les interventions de Sébastien et d'Adrien sur les dynamiques de groupe. Alors, j'ai trois idées à vous partager. Ça va se dérouler en trois temps. La première que j'aimerais partager avec vous, c'est puisque la santé, c'est plus que l'absence de maladie. Euh, la... Alors, la santé au travail, c'est plus que l'absence de risques psychosociaux. Ça veut dire quoi? Que plus... c'est pas parce que tout va bien dans une équipe, bien au sens de, on a fait un audit RPS et qui a rien montré de grande différence par rapport à l'année précédente, aux années précédentes, ou alors on est dans la même chose que des entreprises de taille similaire, voilà, que forcément tout va bien dans l'équipe.
On peut prendre l'analogie avec le traitement de la dépression jusque dans les années 2000. On considérait qu'il fallait stabiliser un état, sauf que le taux de récidive à 2 ans était d'environ 50%. Et depuis que la psychologie positive est apparue, pardon, ça veut dire que on entretient et on entraîne les émotions positives et pas faire seulement de la gestion du négatif. Eh ben, on voit que les statistiques chutent quand même. Donc, c'est aussi intéressant de se dire que dans la prévention des risques psychosociaux, on peut s'intéresser, mettre une attention toujours sur la notion de risque. Bon, le problème, c'est elle peut mettre un climat un peu anxiogène. Hein. Si je vous demande de ne pas penser à une voiture bleue, ne pensez surtout pas à une voiture bleue, vous pensez à la voiture bleue. Et si je vous demande de ne pas penser au risque, finalement, vous n'allez penser qu'au risque. Donc, ça peut être pas forcément bon dans la durée pour la santé. Donc, les dynamiques de groupe, c'est quelque chose d'assez formidable quand on passe de groupe à équipe pour justement véhiculer des émotions positives aussi, qui sont un bon pare-feu pour les émotions désagréables, et satisfaire ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux. Il y a une revue de littérature qui est sortie là en janvier 2024, qui a fait un peu un pont entre deux modèles, le modèle de l'identité sociale et puis le modèle de la théorie de l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, dans une équipe, quand les besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits et quand moi-même je me soucie des besoins psychologiques fondamentaux de l'autre, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se met en place et vraiment un développement de sentiment d'appartenance à l'équipe et de pouvoir faire corps avec l'équipe. On voit que quand ces besoins psychologiques, on y est attentif pour soi et pour les autres, eh bien, il y a un phénomène d'emballement positif au niveau de l'équipe qui est présent. Il y a aussi quelque chose qui indique que c'est pertinent de s'intéresser à la notion d'équipe et de dynamique de groupe. Sont les Québécois, quelque part, qui nous l'amènent. Ce sont des populations fer de lance sur la qualité de vie au travail. Et dès 2008, ils avaient une certification d'entreprise, la fameuse BNQ 9007-800. Vous pourrez regarder ça sur Google, mais qui est très bien faite. Hein. C'est un peu comme les Suisses. Hein. Ils sont assez pragmatiques dans leur rapport au travail. Et en fait, il y avait 4 sphères d'intervention pour les certifications d'entreprise disant chez nous, il fait bon vivre. Et jusqu'à un passé pas si lointain, parmi les 4 sphères qui étaient décrites, l'environnement de travail, l'équilibre vie pro-vie perso, les pratiques de management et les habitudes de vie. Pour les certifications, il fallait absolument choisir dans les mesures à mettre en place en vue d'une certification, il fallait qu'apparaissent forcément des choses dans les habitudes de vie. Et puis, avec un groupe d'experts, ils ont revu les choses. Et maintenant, c'est plus l'habitude de vie qui est mise en avant, c'est les pratiques de management. Et ces pratiques de management, donc associées nécessairement à la dynamique de groupe, sont, on va dire, une première dimension extrêmement efficace et extrêmement importante pour la qualité de vie au travail. Alors, si on s'intéresse à la vie d'équipe, on va regarder ce qui est un peu probant et ce que nous dit la littérature sur le sujet. Il y a des auteurs qui sont référents sur les modèles de dynamique de groupe. C'est McEwen et Beauchamp qui, dès 2014, ont produit quelque chose d'assez intéressant et notamment pour bien recenser les actions à mettre en place depuis quelque part la constitution d'un groupe jusqu'à ce qu'à produire ce groupe, c'est-à-dire le travail d'équipe. Si on parle de dynamique de groupe, si on parle de faire équipe, c'est aussi pour fournir un travail d'équipe. Donc le modèle de travail d'équipe de McEwen et Beauchamp, c'est un modèle qui fait référence aujourd'hui. Il nous précise des variables d'entrée, des variables de sortie. Les variables d'entrée sont les individus, les collectifs, l'environnement de travail, et ils ont tous leurs caractéristiques, et des variables de sortie qui sont ce que produisent les individus, avec aussi leurs affects, ce qu'ils pensent, et donc leur comportement. Et puis on regarde les médiateurs. Médiateurs, c'est ce qui explique en fait les liens entre ces gens qui ont ces caractéristiques dans cet environnement, dans cette conception d'équipe à autant de personnes pour produire ce qu'ils ont à produire. Et en fait, les déterminants d'équipe sont très clairs. Vous avez ce qu'on appelle le management du vivre ensemble. Ça regroupe 2 choses. Ce qu'évoquait Adrien tout à l'heure, en fait, c'est le soutien psychologique, parce que ce soutien psychologique, il est négativement corrélé au burn-out et il est positivement corrélé aux motivations autonomes. Donc, quand il y a du soutien, il y a, pardon, quand il y a du soutien, on est dans cette logique du management du vivre ensemble. Il y a également le management du conflit. Alors, c'est important
cette gestion des conflits liés aux tâches ou des conflits interpersonnels. Et on ne peut pas ne pas avoir de conflit. Si vous vous rappelez du modèle de Tuckman, qui est un vieux modèle des années 60-70, qui est quand même toujours d'actualité, là, assez intéressant dans la constitution d'une équipe, vous avez quatre phases dans le modèle de Tuckman, et vous avez une phase qui s'appelle le storming. Et ce storming, c'est pas juste de se dire c'est la mauvaise phase, c'est en fait une phase qui va arriver. Et plutôt que d'essayer d'éviter les tensions, les conflits, le mieux c'est d'accepter que ça existe, qu'il va y en avoir, et c'est d'apprendre à gérer et à réguler les conflits, beaucoup plus efficace que les stratégies d'évitement. Vous avez un autre grand médiateur dans ce modèle, qui est la régulation de la performance d'équipe. Et vous avez plusieurs phases. Vous avez la préparation, c'est quand tout le monde prend en compte la mission générale, et avec quelque chose qui est essentiel, c'est la notion de but et de moyens qu'on va se donner. Alors, j'avais déjà évoqué ça dans un précédent webinaire. C'est, vous savez, un déterminant pour la performance d'équipe, c'est de se fixer des buts d'équipe. D'ailleurs, un des critères forts pour définir une équipe, c'est le but commun. Et puis, bah, dès qu'on parle de but, dès qu'on parle d'objectif, vous allez entendre peut-être dans votre voix, si vous managez, dans votre tête, pardon, une petite voix qui vous dit SMART. Les fameux objectifs SMART. Et il y a une revue de littérature qui est parue donc dans le monde du sport, janvier 2022, qui a en fait un peu castré le SMART. Bon, le SMART, c'est quand même très très vieux, hein, ça a 43 ans, vous retenez l'élection de Mitterrand, 81. C'était Doran, dans un article, qui avait évoqué cette notion du SMART. C'était mal traduit en plus, hein. Euh, le A veut pas dire ambitieux ou atteignable, hein. Il veut dire assignable, c'est-à-dire qui est concerné par l'objectif. Et les auteurs, après une revue de littérature, qui sont de plusieurs universités dans le monde, concluent qu'en fait, c'est un modèle qui est empirique, qui n'a pas de fondement scientifique, qui peut être dangereux dans la production et dans ce qu'on a à livrer. Et en plus, ça ne précise pas la nature du but. Et alors ça, c'est assez essentiel. Sans préciser quelle est la nature du but, on peut faire fausse route avec des objectifs qui sont en fait erronés dans une vie de groupe. Le mieux serait peut-être de fixer des buts euh, qu'on peut trouver dans la littérature, qui sont assez intéressants et qui permettent de définir des vrais objectifs, qu'on appelle les buts de maîtrise approche, qui sont toujours en fait associés à une progression, une amélioration de quelque chose, mais qui est sous contrôle. Ok. Vouloir gagner 2-0 samedi prochain lors du match, c'est pas un objectif en fait. C'est un résultat. Il y a une part qui dépend de nous, puis il y a une part qui ne dépend pas de nous. Comment on va s'y prendre pour gagner par 2 buts d'écart samedi prochain? Ça, oui, ça va être l'objectif. L'exemple que je donne souvent, bah voilà, on va tenter de faire bloc, de limiter les espaces, de monter très très haut stratégiquement en attaque pour les défenseurs et les attaquants de descendre très très bas pour la défense et maintenir ce bloc. Là, on a complètement la main dessus. On a le contrôle de la situation, on peut se donner des moyens concrets. Et l'objectif mériterait d'être défini comme ça. Alors, je suis en train de prolonger un écrit sur la définition des objectifs parce que on n'emploie pas tous le même langage entre objectif, résultat, indicateur. Je crois que le pire que j'ai vu, c'est dans un secteur d'activité où on donne comme objectif la satisfaction d'indicateurs. Et là, c'est une perte de sens terrible et une démotivation individuelle et d'équipe magistrale. Vous avez aussi autre chose qui est dans cette régulation de la performance d'équipe, c'est l'exécution. Dans l'exécution, vous devinez un peu à quoi ça correspond, la coopération, la coordination et surtout la communication. Dans ce modèle de McEwan et Beauchamp, il y a quelque chose qui est essentiel parce qu'il donne des préconisations qui datent de pas très longtemps. C'était une autre publication de 2020 où on voit que sur les 14 items qui constituent le bon fonctionnement d'une équipe, il donne des recommandations. La chose qui est constamment citée en termes de pratique, qui a vraiment un intérêt dans le fonctionnement d'une équipe, c'est la communication et notamment les feedbacks constructifs. À tout point de vue, je crois qu'Adrien en a parlé tout à l'heure, mais la régulation qu'on peut faire en réunion, la régulation qu'on peut faire avec un collègue, la réunion de cadrage qu'on peut faire rapidement parce qu'il y a eu des comportements vraiment limites dans l'équipe, etc. Toutes ces notions de feedback constructif, sont une ressource très, 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 très forte dans l'équipe. Ensuite, il y a l'évaluation, mais ça, je l'ai évoqué déjà en fait. L'évaluation, elle est intéressante sur deux aspects. L'évaluation des progrès individuels et collectifs, ceux qu'on a sous contrôle, définis par un objectif, et puis l'évaluation de l'environnement. Et il y a aussi autre chose, ce sont les ajustements. Et dans les ajustements qu'on peut opérer, donc les corrections qu'on va faire suite à cette évaluation, qu'on aura faite la plus transparente possible,
c'est ce qu'on appelle le leadership partagé. Ça veut dire que le leadership peut changer en fonction du contexte et pas simplement et uniquement en fonction des personnes. Et puis, ces fameux feedbacks constructifs dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Le troisième médiateur, en fait, ce qu'on appelle les états émergents, c'est la cohésion et l'efficacité collective. Il y a plein d'études qui sont citées sur les liens entre la cohésion et une performance d'équipe. Et cette cohésion, on peut la travailler. Moi, je le fais avec du travail d'équipe. Là, pour le coup, et sur les valeurs et sur l'aspect normé, c'est-à-dire les règles que se fixe un collectif. J'aimerais finir rapidement par un autre modèle qui est un modèle empirique. C'est le modèle de Janssen. C'est un modèle que vous pouvez utiliser très rapidement avec votre équipe si vous managez. C'est le modèle des 7C de Janssen. Janssen, c'est un consultant en sciences du sport aux États-Unis qui conseille beaucoup les équipes NBA et les sports universitaires. Il a son propre centre d'entraînement avec ses équipes et il propose le modèle suivant. Je vais vous dire tout de suite comment je l'utilise en 360. C'est-à-dire, vous présentez ce modèle, je vais vous donner les 7 C, en quoi, quelle est leur consistance. Et puis, le but, c'est de présenter, comme je vais le faire là, votre équipe, les 7 C, et que chacun puisse se positionner individuellement sur ces différents items qui concernent l'équipe. Je rappelle que l'efficacité collective, en fait, elle est définie comme une perception individuelle d'une performance d'équipe. Mais c'est toujours une perception individuelle. Le premier point sur lequel on peut questionner les équipes, c'est le but commun. Quelle est votre compréhension de là où on va ensemble, en fait? Et chacun va se positionner. Quelle est la compréhension que moi j'ai? Enfin, quel score je mets de 0 à 10, par exemple? 0 pour moi, dans l'équipe, il n'y a pas de but commun, il n'y a rien de défini, etc. Ou 10, non, non, de mon point de vue, on est très très clair de là où on va ensemble. Et je me positionne dessus. Le deuxième point, c'est le commitment, c'est l'engagement. Quel est, de mon point de vue, l'engagement de l'équipe? Est-ce que l'engagement il est disparate? Moi, j'estime qu'il y en a qui sont très engagés dans l'équipe, d'autres qui ne sont vraiment pas engagés, donc je mets 5 sur 10, moi. La personne à côté, lors du débriefing, va dire que non, moi, je trouve qu'on est très engagé, je mets 9. Et puis encore à côté, un autre dirait non, non, on est à 2, je trouve qu'on a la ramasse en ce moment, etc. On continue comme ça, je vais vous donner les autres items, mais vous comprenez bien l'intérêt de faire un 360. C'est pas tant ce modèle empirique qui est en soi intéressant, c'est le débat, le débriefing qui va en fait s'en suivre pour passer sur des mesures concrètes. Le troisième point, c'est la complémentarité des rôles. Est-ce que moi, de mon point de vue, je trouve qu'on est au clair sur nos rôles propres, leur complémentarité, etc. Qu'est-ce que je pense, moi, de la clear communication, c'est-à-dire la communication transparente? Est-ce que je pense que on sait faire preuve d'assertivité dans cette équipe, on sait dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, est-ce qu'on a la liberté de le faire, ou est-ce que non, on veut faire véhiculer que les émotions positives et entendre que ça et pas le reste? Est-ce que les conflits sont constructifs? Constructive conflict, c'est-à-dire est-ce qu'on en fait quelque chose en fait, même quelque chose pour rediscuter, pardon, nos règles de fonctionnement. Cohésion, c'est le sixième C. Et là, on parle des valeurs, d'accepter que tout le monde ne fonctionne pas forcément comme moi. C'est aussi en lien avec l'adaptabilité du groupe. Et puis, le dernier point, il faut être très prudent sur le dernier point, parce que dans le modèle de Janssen, c'est le credible coaching, c'est-à-dire est-ce que j'ai un coaching ou un management qui est crédible, c'est-à-dire est-ce qu'il est exemplaire? Je vous évite de poser cette dimension-là, même si il vous semblera à vos yeux que votre équipe vous aime bien. Parce que si vous le faites en 360, sur un coaching crédible, un management crédible, je n'ai pas pris la précaution la toute première fois que je l'ai fait. Malencontreusement, le manager s'est pris un vent de son équipe. Et donc, quelle est notre perception à nous de notre manager? C'est tombé très très bas. Il était mal, il a changé de couleur, il était livide hein, après. J'ai ramé pour remonter la pente. Je vous conseille de remplacer cette dernière dimension de credible coaching par la cohérence entre la parole et les actes. Speech, act, cohérence, parce que ça concerne toute l'équipe et ça permet d'évaluer quelque part si la parole est vraiment libre déjà dans cette équipe et si on est en accord entre ce qu'on énonce et ce qu'on fait. Euh, J'en ai terminé pour le modèle de Janssen et ma présentation. Je vois qu'il est 13h50, on est presque bon. J'ai pas eu le temps de parcourir les questions-réponses ici. Euh, Hop, donc il y avait bien les documents partagés par Amélie. Euh, Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette dynamique de groupe, faire équipe, Adrien, Sébastien, ou des témoignages simplement sur ce que vous avez vécu, vous?
dans les entreprises? Tu abordes quelque chose qui est important, je pense, c'est la question, moi, que j'appelle celle du climat de sécurité psychologique, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à se dire collectivement ce qui va bien ou ce qui ne va pas. On nous a rebattu les oreilles pendant 10 ans avec du glucose dans tous les sens, de la bienveillance, il faut réenchanter le travail, enfin, toutes les imbécilités qu'on entend traditionnellement. On ne peut réenchanter que ce qui a été désenchanté. Il ne s'agit pas de rendre le travail enchanté, il s'agit de donner des conditions qui permettent la performance et la santé des salariés qui vont travailler. On nous a beaucoup parlé, on va dire, des émotions positives. On a le droit de dire que c'est hyper inspirant, c'est super, c'est sympa, on y croit, c'est génial. Il y a une nécessité impérieuse de pouvoir accepter, on va dire, l'autre spectre de la gamme d'états émotionnels de l'être humain. Parce que tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé le terme que tu as employé, tu n'as pas parlé d'émotions négatives, tu as parlé d'émotions désagréables. Il n'y a pas d'émotions négatives, elles ont toute une fonction dans la reproduction de l'espèce. La honte, ça sert à quelque chose. La culpabilité, la peur, la tristesse, l'embarras, le dégoût. En fait, toutes ces émotions-là, elles font partie de notre gamme d'états émotionnels et elles sont hyper importantes pour qu'on puisse survivre les uns les autres. Je prends un exemple à la con, mais si tout à l'heure, je vais m'acheter un sandwich à Presque Webinaire et que je vois deux types qui sortent de la banque avec une cagoule, des kalachnikovs et un sac sur le dos, et que je me dis, tiens, j'ai écouté Philippe, moi aussi, j'ai envie d'être performant, ils sont méga motivés pour le marathon de Paris, je vais m'entraîner avec eux, bah, je suis désolé, comme dirait mon grand-père, tu vas prendre une bastos dans le gigot. Ils sont en train de se faire la banque et tu vas te prendre une balle perdue. Donc, la peur, elle sert à se dire, oh là là, il braque la banque, faut pas que j'y aille, elle me protège contre le danger. Et d'un point de vue managérial, sur la performance collective dont tu parles, le climat de sécurité psychologique, c'est savoir accepter l'existence d'un j'y crois pas, moi je suis pas sûr sur je flippe, je pense qu'on n'est pas prêt. Parce qu'en fait, retenir nos larmes, ça ne nous rend pas moins malheureux. Et accepter l'existence, l'expression, exprimer, sortir la pression de ces émotions-là, c'est ce qui permet justement de faire équipe et c'est ce qui permet au manager, quand on lui pose la question du dernier C, de ne pas devenir livide parce qu'en fait, il ne s'est jamais posé la question préalablement de ce qu'on Oui. pense de lui. Il n'a jamais osé adresser les sujets difficiles. Et donc, un jour, il tombe de sa chaise. Mais il ne faut pas le blâmer. Enfin, moi, je ne suis pas là pour blâmer ce manager-là. Le pauvre, la plupart du temps, il n'y est pour rien. On ne lui a pas appris. Et surtout, on vit dans un monde où on a laissé imaginer, à cause d'utiliser des vocables comme capitaine d'industrie ou ce genre de choses, que pour être manager, il fallait être un surhomme. Mais en fait, c'est notre besoin de récupération qui fait notre humanité. C'est notre imperfection managériale qui fait notre capacité à progresser. Donc, ne blâmons pas les managers, parce que s'il y a 3 trucs qu'on est sûr de foirer un peu dans notre vie, c'est la gestion du changement, le management et l'éducation de nos enfants. Essayons plutôt d'accompagner ou d'aider ces managers, comme tu le fais là, en leur donnant des clés ou des repères pour mieux pratiquer. Ouais. Ça me fait penser à justement l'effet du Dunning-Kruger dont tu parlais. C'est plutôt c'est mieux de se savoir incompétent pour progresser, de mettre la casquette du manager normé, lié à un certain conformisme ou à une culture d'entreprise, où c'est bien plus dangereux, et pour la santé du manager déjà, pour la santé de son équipe et pour l'efficacité d'équipe, c'est vrai. Sébastien, tu voulais rebondir sur un élément, sur les dynamiques d'équipe, de groupe, de ton côté, ou un témoignage éventuellement? Non, 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 c'est bien complété par Adrien et ton propos est clair. Moi, juste en apport, mon regard entreprise, mais intra-entreprise, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'individualisme que de collectif dans l'entreprise et qu'on voit plus son prisme plutôt que le prisme du collectif. Pourquoi on fait ça? Quel sens on donne pour le collectif? Et alors, nous, on est dans une culture où on donne beaucoup de valeur et de sens aux choses sur de mettre l'humain au centre et le collectif au centre et que chaque décision doit être co-construite et en collectif. Donc Ouais. c'est vraiment un constat aujourd'hui. Je pense On que voit les... l'apparition Vas-y, dans, vas-y, Adrien, pardon. Non, on vas-y, voit vas-y. l'apparition dans les termes de choses qui sont de vocables étonnants. Moi, ça me surprend toujours qu'on parle de client interne. Ouais. Parce que par nature, si tu es mon client, tu n'es pas mon collègue. Enfin, je suis désolé, une entreprise, ce n'est pas une grande famille. Moi, je dis toujours à mes collègues, moi, je suis le chef d'entreprise chez Sens et Cohérence, je leur dis, on n'est pas copains. Si on était copains, vous passeriez Noël à la maison et c'est mort. Vous ne passerez pas Noël chez moi, je n'ai pas envie. Nous sommes des collègues qui nous estimons et c'est très bien comme ça. Et moi, je n'ai pas de client interne parce que cette notion de client interne, elle encapsule une dimension de coopération qui est déjà viciée dans un rapport client-fournisseur qui n'est pas un rapport, on va dire, de pouvoir neutre. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, moi, je partage ce que tu dis sur la montée de l'individualisme. C'est d'ailleurs ce qui fait la fortune des psychologues.
Parce que si le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pairs, le fait de briser les collectifs, de déliter les collectifs, fait augmenter les risques psychosociaux. Ne me croyez pas sur parole, regardez la dernière enquête Sumer qui a été faite en Europe des 27. Pourquoi les endroits dans lesquels il y a le moins de stress en termes de ce qu'on appelle l'hyperstress ou le stress décompensé, peu importe, c'est encore dans l'industrie, et dans l'industrie chez les collectifs d'opérateurs, parce que c'est là où c'est le plus fortement syndicalisé, où il y a le plus de collectifs de travail qui sont puissants. Et en fait, la quantité, on va dire, de liens sociaux nous permet de faire rempart, un peu comme une toile d'araignée qui ferait rempart contre les agressions, parfois de situations de travail qui sont délétères. Moi, j'entends cette notion d'individualisme. Moi, je me questionne juste sur le fameux « what's in it for me », c'est-à-dire « qu'ai-je à gagner à coopérer ?» Et si je n'ai pas… Mais là, je vais parler de façon un peu bête et méchante. Si pragmatiquement, si à la fin du mois, le système d'évaluation de mes primes, pour parler français, est calculé de façon à faire que les commerciaux de l'Ouest sont en concurrence avec les commerciaux de l'Est, il ne faut pas s'étonner que les mecs ils roulent chacun pour leur pomme. Ils ont tout à gagner à éviter la coopération. C'est un jeu à somme nulle. Si tu gagnes, je perds. Ben, on va se tirer la bourre. Et le pire, c'est que les études montrent que c'est au détriment de la performance business. Ouais. J'allais rebondir sur quelque chose. Désolé, j'ai pas entendu juste la toute dernière phrase, Adrien, de ta part, mais c'est pas grave. Il y a le replay, donc je regarderai parce que j'étais focalisé sur les messages dans le chat et puis je reçois également des emails de personnes qui remercient vos interventions déjà. Je reçois pas que des messages dans le chat, mais aussi par email. Euh, Adrien, tu es très présent sur les réseaux sociaux, toi sur LinkedIn, donc on peut te retrouver à travers tes posts inspirants sur LinkedIn. Sébastien, qui œuvre aussi pour mon cabinet, a développé des formations sur les aspects du droit et de la santé, des formations sur la formation des référents harcèlement, que ce soit côté CSE ou côté RH, et puis des formations management sur les pratiques du droit disciplinaire et action adaptée en enquête harcèlement, qu'on soit du côté manager ou du côté RH également. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les dynamiques d'équipe, vous le verrez également sur le site de la ressourcerie mentale, c'est laressourceriementale.com. Vous avez également une formation sur les pratiques de management au service de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux. On réaborde ces modèles et vous avez l'occasion de les pratiquer ensuite sur le terrain. Adrien, merci beaucoup, beaucoup à toi. Toujours pareil, un champion de l'éloquence, brillant vulgarisateur, au fait des dernières publications scientifiques. C'est toujours un vrai plaisir à t'entendre. Sébastien, c'est tes anecdotes, ta pratique et ton accès très simple du droit du travail sont aussi extrêmement inspirantes et ça parle en formation. Les chiffres parlent pour toi. J'aurai à cœur d'animer de nouveaux webinaires. Je pense qu'on va se recroiser parce qu'il y a tellement de sujets à traiter sur la santé au travail que ça n'en finit jamais en fait. Je vous souhaite un bel après-midi. Il est 13h58, c'est parfait. Et puis, bien, au plaisir de vous recroiser tous les deux. Et puis, pour les participants, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur nos sites web. Je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt. Merci Merci Adrien, encore. merci Philippe. Au revoir. Merci à vous deux. À bientôt.